Je rêve d'un monde où Elon Musk et Aurélien Barraud pourraient s'asseoir tous les deux à la même table et discuter calmement en argumentant posément, avec la curiosité de comprendre le point de vue de l'autre en profondeur, sincèrement, et au-delà de voir les divergences, même si il est important de les souligner, oser essayer de voir s'il y a des convergences malgré des points de vue radicalement opposés, malgré mais une opposition a priori complète et entière. Quels sont finalement les points éventuels de convergence? Sinon, l'humanité restera scindée à tout jamais. Et, pour moi, les débats les plus difficiles à avoir sont ceux qui vont nous faire le plus grandir. J'ai donc décidé de simuler un débat entre Aurélien Barraud et Elon Musk qui pourraient débattre de différents sujets sur la civilisation humaine sans quitter la table au bout de 30 secondes de conflit. J'ai demandé à Claude de générer une simulation de débat avec des règles, par exemple de respect. Je vais maintenant jouer pour vous cette interview, avec donc d'un côté Elon Musk et de l'autre Aurélien Barraud. Je précise que c'est une scène de théâtre qui n'a que vocation de vous amuser et éventuellement de vous surprendre, de vous interroger ou de rendre le débat possible entre deux points de vue radicalement différents. Je ne me mets pas à leur place et je pense même qu'un réel débat constitué des mêmes règles suivies de respect pourrait évidemment être beaucoup encore plus enrichissant et que donc ce qui va être dit par la suite ne reflète pas, n'est pas une réflexion parfaite de leur pensée réelle. Je ne me prends pas pour eux, c'est une pièce de théâtre et je vous invite dedans. On va jouer, c'est parti. Modérateur. Messieurs, merci d'avoir accepté cet échange. Commençons par la question la plus urgente. L'état actuel du monde et son avenir immédiat. Aurélien, vous parlez souvent d'effondrement civilisationnel imminent. Elon, vous construisez des fusées pour Mars. Comment chacun voyez-vous les 50 prochaines années? Aurélien Barraud. Je vais être direct. Nous vivons la 6e extinction de masse. Ce n'est pas une métaphore, c'est un fait scientifique brut. Nous avons éradiqué 70% de la biomasse animale en 50 ans. Les insectes disparaissent à une vitesse vertigineuse. Le climat se dérègle de manière exponentielle. Et nous parlons de croissance, d'innovation, de conquête spatiale. C'est comme discuter de la décoration intérieure pendant que la maison brûle. Elon. Je ne nie pas ces données. Mais je vois les choses différemment. Oui, nous faisons face à des défis existentiels. Changement climatique, risque dits à non alignés, possible pandémie. Mais l'histoire de l'humanité est une histoire de résolution de problèmes. Nous avons vaincu la variole, mis un homme sur la Lune, créé Internet. Le défaitisme est une prophétie autoréalisatrice. Si nous décidons que c'est fini, alors oui, ce sera fini. Mais Elon, vous ne comprenez pas. Il ne s'agit pas de problème à résoudre. C'est une erreur catégorielle. Vous pensez en ingénieur. Identifier un bug, le corriger. Mais nous ne sommes pas face à un bug du système. Nous sommes face au système lui-même. Le capitalisme de croissance infinie dans un monde fini est une impossibilité mathématique. Votre optimisme technologique est admirable, mais il est aveugle à l'essentiel. Le vivant n'est pas une ressource à optimiser. Je comprends votre point de vue, mais je ne suis pas d'accord. Premièrement, nous pouvons découpler croissance et impact environnemental. C'est exactement ce que fait Tesla. Les voitures électriques, les panneaux solaires, les batteries, ce sont des technologies qui permettent de maintenir, voire améliorer notre qualité de vie tout en réduisant drastiquement nos émissions. Deuxièmement, pourquoi cette vision binaire? Pourquoi ne pas protéger la Terre et devenir multiplanétaire? Les deux ne sont pas contradictoires. Parce que votre projet martien est symptomatique d'une fuite en avant. Vous voulez sauver l'humanité en colonisant Mars? Mais Mars est un désert stérile. Nous avons ici une planète extraordinaire, grouillante de vie, sculptée par 4 milliards d'années d'évolution, et nous la détruisons. Et votre solution est d'aller détruire une autre planète? C'est comme si un pyromane disait « Ne vous inquiétez pas, j'ai d'autres maisons à brûler. » L'analogie est drôle, mais fausse. Mars est déjà morte, si je puis dire. Il n'y a pas de biosphère à détruire. Et ce n'est pas soit ou. Je travaille sur la Terre. Tesla produit des voitures électriques. Nous développons des pompes à chaleur. SolarCity a installé des gigawatts de solaire. Mais je refuse l'idée que nous devions nous limiter à une seule planète. C'est mettre tous nos œufs dans le même panier cosmique. Un seul astéroïde, une seule super éruption volcanique, et c'est terminé.
La conscience disparaît de l'univers. Vous venez de dire quelque chose d'intéressant. La conscience disparaît de l'univers. Vous semblez lui accorder une valeur particulière. Pourquoi ? Parce que... Regardez. Nous sommes, autant que nous sachions, l'univers prenant conscience de lui-même. C'est extraordinaire. Les atomes arrangés d'une certaine manière peuvent contempler l'infiniment grand et l'infiniment petit, peuvent créer de la beauté, comprendre les lois de la physique. Si la conscience disparaît, l'univers redevient un vaste océan de matière inerte. C'est d'une tristesse cosmique. Oh, nous sommes d'accord sur quelque chose. Mais justement, cette conscience que vous chérissez, elle n'est pas qu'humaine. Un poulpe résout des problèmes. Un corbeau fabrique des outils. Un éléphant pleure ses morts. La conscience irrigue le vivant sous 1000 formes. Et nous, dans notre arrogance anthropocentrique, nous la détruisons massivement. Vous voulez préserver la conscience en allant sur Mars, mais vous participez à l'extinction de millions de formes de conscience sur Terre. C'est un point valide. Je n'avais pas pensé en ces termes. Mais dites-moi, Aurélien, quelle est votre solution concrète ? La décroissance ? Le retour à un mode de vie pré-industriel ? 7 milliards d'humains qui vivent comme au Moyen-Âge ? Vous caricaturez. La décroissance n'est pas la récession, ce n'est pas l'appauvrissement. C'est sortir du culte du PIB. C'est comprendre que nous sommes déjà trop riches, trop voraces. Un Français moyen consomme ce que 200 Africains consomment. Est-ce que nous sommes 200 fois plus heureux ? Bien sûr que non. La croissance ne produit plus de bien-être au-delà d'un certain seuil. Elle ne produit que de la destruction. Il faut ralentir, sobrement, intelligemment. Travailler moins, consommer moins, mais vivre mieux, plus intensément. Mais qui décide de ce trop ? Et comment imposez-vous la sobriété à 8 milliards de personnes dont la majorité aspire légitimement à sortir de la pauvreté ? Votre vision me semble élitiste. Facile à prêcher depuis une position confortable dans une université française. Les gens en Inde, au Nigeria, veulent de l'énergie, des opportunités, de la prospérité. Justement non! C'est votre modèle qui est élitiste. Vous proposez de continuer la fuite en avant technologique qui bénéficie d'une poignée de milliardaires pendant que le Sud global subit déjà les pires impacts du changement climatique. Les inondations au Bangladesh, les sécheresses au Sahel, ce n'est pas de la science-fiction future, c'est maintenant. Votre Tesla, c'est pour les riches. Votre billet pour Mars, idem. Ma proposition est celle de la justice. Arrêtez notre surconsommation obscène au nord pour permettre un développement sobre et soutenable au sud. D'accord, mais concrètement, comment ? Vous voulez rationner ? Interdire ? Imposer par la force une sobriété que personne ne désire ? Par la culture, l'éducation, le changement de valeurs, en montrant que la joie ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la relation, aux autres, aux vivants, au cosmos. Vous me parlez d'impossibilité politique ? Mais tout votre projet martien est considéré comme impossible. Vous avez prouvé que l'impossible pouvait devenir réel par la volonté et la vision. Pourquoi cette audace pour la technologie et ce défaitisme pour le changement culturel ? Mais la technologie est déterministe, prévisible. La culture, les valeurs, c'est ténébreux. Je peux calculer le delta V pour atteindre Mars. Comment calculez-vous un changement de civilisation ? Vous ne le calculez pas, vous le vivez. C'est justement le problème de votre approche. Tout doit être quantifiable, optimisable, disruptable. Mais l'essentiel échappe au calcul. L'amour, la beauté, le sens, la poésie. On ne les optimise pas, on les habite. Votre univers est un univers de métrique. Le mien est un univers de qualité. Je ne suis pas insensible à la beauté. Mes fusées, elles sont belles, non ? Il y a quelque chose de profondément esthétique dans une fusée qui décolle, dans l'élégance d'une équation qui décrit l'univers. Soit, mais c'est la beauté de la maîtrise, de la domination. La beauté d'Apollon. Je vous parle de la beauté de Dionysos, celle qui se laisse traverser par le monde. Quand vous regardez une forêt, vous voyez les ressources, des molécules, de la biomasse. Moi, je vois un mystère, une altérité radicale, une présence qui me dépasse et me constitue. Vous êtes romantique, mais le romantisme ne nourrit pas les gens, et ne soigne pas, ne les protège pas des astéroïdes. Et votre pragmatisme ne nourrit pas l'âme. Il produit des humains vides, dans un monde vide. Regardez la crise de santé mentale, l'épidémie de dépression, l'explosion des suicides. Nous sommes l'espèce la plus avancée technologiquement et la plus malheureuse. Quelque chose ne fonctionne pas dans votre équation. Vous avez raison sur ce point. La santé mentale est un énorme problème. Mais je pense que c'est transitoire. Nous vivons dans un moment étrange où la technologie a évolué plus vite que notre psychologie tribale.
Neuralink, par exemple, pourrait... Ah non, là je m'arrête. Neuralink! Vous voulez résoudre la détresse existentielle en implantant des puces dans le cerveau? C'est l'apogée de l'hubris technologique. Plutôt que de questionner un mode de vie qui rend les gens malades, vous voulez les hacker? Ce n'est pas ce que j'allais dire. Neuralink pourrait aider avec des maladies neurologiques, la paralysie, Alzheimer. Mais plus largement, oui, je pense que nous devons évoluer. L'IA progresse exponentiellement. Si nous restons purement biologiques, nous deviendrons obsolètes. La fusion homme-machine n'est pas une dystopie. C'est une nécessité pour rester pertinent. Vous voyez, c'est exactement là le gouffre entre nous. Vous parlez d'obsolescence, de pertinence, comme si l'humain était un produit dans une logique de marché. Mais l'humain n'a pas à être pertinent. Il est. Point. Un escargot n'est pas pertinent. Un nuage n'est pas pertinent. Ils sont. Et c'est suffisant. Cette logique utilitariste est mortifère. Mais si l'IA devient super intelligente et que nous ne sommes pas augmentés, nous devenons quoi? Des animaux de compagnie pour les machines? Et si nous arrêtions de créer cette IA super intelligente? Si nous acceptions nos limites? Si nous disions certaines choses ne doivent pas être faites, même si elles peuvent être faites? Impossible. Si nous le faisons pas, la Chine le fera. Ou quelqu'un d'autre. Le génie ne retourne pas dans sa bouteille. La seule option est d'être du bon côté de l'équation. Cette logique de course en avant est suicidaire. C'est la même qui nous a menés au nucléaire, au changement climatique. Si on ne le fait pas, d'autres le feront. C'est la tragédie des communs, version technologique. Il faut du courage pour dire stop. Du courage ou de la naïveté? Parlons de solutions concrètes. Vous militez pour une réduction drastique de la consommation d'énergie. Mais l'énergie, c'est la prospérité, c'est la liberté. Comment proposez-vous de sortir des milliards de gens de la pauvreté sans énergie? Je ne propose pas de réduire l'accès à l'énergie pour les pauvres. Je propose de réduire le gaspillage obscène des riches. Un Américain moyen utilise 100 fois plus d'énergie qu'un Éthiopien. Ce n'est pas soutenable. Il faut une redistribution radicale, pas une augmentation généralisée. La redistribution est une solution à somme nulle. Moi, je crois à l'expansion. Si nous résolvons l'énergie avec le solaire, et éventuellement la fusion, nous pouvons donner de l'abondance à tous, sans appauvrir personne. C'est ça le progrès. L'abondance à tous. Mais l'abondance de quoi? De gadgets? D'écrans? De distractions? L'abondance matérielle ne produit pas le bonheur au-delà d'un seuil. Les études sont claires. Vous proposez de généraliser un mode de vie qui rend malheureux ceux qui l'ont déjà. Et alors, que proposez-vous? Que tout le monde médite sous un arbre? Pourquoi le mépris? Oui, peut-être que méditer sous un arbre apporte plus de joie que scroller sur Twitter pendant des heures. Peut-être que cuisiner avec des légumes locaux apporte plus de sens qu'un repas Uber Eats devant Netflix. C'est ça que j'appelle la vraie richesse. Le temps, l'attention, la présence. Je comprends l'attrait. Vraiment. Mais vous ne pouvez pas imposer cette vision à des milliards de gens. Les gens veulent choisir. Et vous, vous imposez la vôtre. Chaque innovation technologique remodèle le monde sans notre consentement. Personne n'a voté pour les smartphones, les algorithmes, la surveillance généralisée. Vous créez des désirs, des dépendances, puis vous dites « les gens choisissent ». C'est de la manipulation. Ou c'est offrir des options. Personne n'est obligé d'acheter une Tesla ou d'utiliser X. Sauf que vos technologies créent des externalités qui affectent tout le monde. Votre production de batteries nécessite du lithium extrait dans des conditions épouvantables. Vos satellites Starlink polluent le ciel nocturne pour les astronomes. Vous privatisez l'espace, littéralement. Comment est-ce compatible avec le bien commun? Starlink apporte Internet à des régions isolées, ça connecte des écoles en Afrique, ça sauve des vies. Oui, il y a des trade-offs, mais le bénéfice net est positif. Bénéfice net. Encore cette logique comptable. Vous ne pouvez pas quantifier la perte de la voûte étoilée. C'est incommensurable. Des millions d'années que l'humanité contemple les étoiles, se raconte des mythes, développe une cosmologie. Et en une décennie, vous saturez le ciel de satellites. C'est un vol civilisationnel. Je n'avais pas pensé en ces termes. Mais vous savez, je regarde les étoiles aussi. C'est pour ça que je veux aller là-haut. Pour que l'humanité devienne une espèce interstellaire. Vous voulez aller vers les étoiles, mais vous détruisez la possibilité de les contempler. Vous voyez l'ironie? Changeons d'angle. Parlons d'IA. Elon, vous aviez cofondé OpenAI, puis créé XAI. Aurélien, vous êtes plus critique. Où va l'IA selon chacun de vous? L'IA est l'enjeu civilisationnel majeur. Plus que le climat, plus que tout. Si nous créons une IA super intelligente, mal alignée, c'est game over.
C'est pour ça que je suis impliqué, pour m'assurer qu'elle soit développée de manière sûre et bénéfique. Une IA alignée pourrait résoudre tous des problèmes qu'on ne peut même pas imaginer. Maladie, pauvreté, peut-être même la mort. Vous voyez, encore cette obsession de tout résoudre, même la mort. Mais la mort n'est pas un problème, Elon. C'est une condition. Elle donne du poids à la vie, de la gravité à nos choix. Votre transhumanisme est une négation de la condition humaine. Et concernant l'IA, elle est déjà non alignée. Elle optimise l'engagement sur les réseaux sociaux au détriment de la santé mentale. Elle amplifie les biais, elle consomme les ressources énergétiques colossales pour générer des images de chats. Les images de chats sont juste le début. Grok 3, Grok 4. Bientôt nous aurons des IA qui feront de la recherche scientifique, découvriront de nouveaux matériaux, optimiseront l'agriculture. Optimiseront. Toujours ce verbe. Mais optimiser pourquoi? Pour qui? Selon quels critères? Vous déléguez des décisions fondamentales à des systèmes opaques. Et vous appelez ça du progrès? C'est mieux que de déléguer à des bureaucrates corrompus ou des politiciens incompétents. Au moins, l'IA est objective. L'IA objective? Elle est entraînée sur nos biais, nos préjugés, nos données pourries, sur le pire de Twitter. Elle reflète et amplifie notre monde malade. L'objectivité est un mythe. D'accord, mais nous pouvons l'améliorer. C'est itératif. La version 1 est imparfaite, la version 2 meilleure, etc. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas une question de version. C'est ontologique. Une IA ne peut pas comprendre ce qu'est une forêt, un coucher de soleil, un chagrin d'amour. Elle manipule des symboles sans référence au réel. C'est une simulation de pensée, pas une pensée. Comment savez-vous que votre propre pensée n'est pas une simulation? Peut-être que la conscience émerge de la complexité, qu'elle soit biologique ou silicium. Le bon vieux argument. Mais non. Je suis phénoménologue. Je sais que je pense parce que je fais l'expérience de penser. Un ordinateur ne fait l'expérience de rien, il exécute. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il expérimente. C'est le problème difficile de la conscience. Exactement. C'est pour ça que nous devrions être humbles. Au lieu de créer des quasi-consciences artificielles, peut-être devrions-nous préserver et célébrer les consciences biologiques qui existent déjà et que nous exterminons. Vous savez quoi? Sur certains points, vous avez raison. Je passe ma vie à construire, à foncer en avant. Parfois, je ne prends pas le temps de juste être, d'apprécier ce qui est déjà là. Je ne m'attendais pas à cet aveu. Mais inversement, Aurélien, vous devez reconnaître que votre approche, aussi poétique soit-elle, manque de pragmatisme. Comment convaincre des milliards de gens d'abandonner leur confort? Comment faire face aux régimes autoritaires qui n'en auront rien à faire de vos appels à la sobriété? Je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais qu'on ne peut pas résoudre un problème avec la pensée qu'il a créée. Einstein l'a dit. Votre pensée, Elon, c'est la pensée qui a créé le problème. Croissance, domination, extraction. On ne peut pas en sortir en faisant plus de la même chose. Et si nous avions tous les deux partiellement raison et partiellement tort? Continuez. Vous avez raison sur l'urgence écologique, la perte de biodiversité, sur le fait que notre mode de vie est insoutenable. J'ai peut-être sous-estimé l'ampleur de la crise. Mais vous avez tort de rejeter toute technologie. Nous avons besoin d'innovation pour sortir de ce pétrin. Énergie propre, capture de carbone, agriculture verticale. Et vous avez raison que l'attentisme est suicidaire, que nous devons agir. Mais vous avez tort de croire que plus de technologie résoudra tout. Nous avons besoin d'un changement de paradigme, pas d'une optimisation du paradigme existant. Et peut-être que nous avons besoin des deux. De votre audace et de mon humilité. De votre ingéniosité et de ma poésie. Une alliance improbable. Pas une alliance. Une tension productive. Le yin et le yang. Vous représentez l'expansion, je représente la contraction. L'univers lui-même oscille entre ces deux forces. Peut-être que la civilisation devrait faire de même. Mais concrètement, ça donne quoi? Vous acceptez qu'on développe des technologies propres et moi j'accepte quoi? De ralentir? D'écouter, de contempler, de reconnaître que vous ne savez pas tout, que la technologie n'a pas réponse à tout, de dire non à certaines innovations, même si elles sont possibles, de choisir. C'est difficile pour moi.
Toute ma vie, j'ai été dans l'action, dans le faire. S'arrêter, c'est mourir un peu. Ou vivre vraiment. Il y a une phrase de Heidegger. La langue est la maison de l'être. Vous vivez dans la langue des équations, des métriques, des KPI. Je vous invite dans une autre maison, celle de la poésie, du mystère, de l'émerveillement. Et vous, accepteriez-vous que la technologie puisse être au service de ce que vous défendez? Des énergies renouvelables pour réduire notre impact, des outils pour mieux comprendre et protéger la biodiversité, des plateformes pour diffuser votre message? Je suis peut-être un peu trop radical dans mon rejet. Oui, certaines technologies peuvent être des alliés, mais sous condition qu'elles servent le vivant, pas le profit. Qu'elles augmentent notre attention au monde, pas notre distraction. Qu'elles soient des moyens, jamais des fins. On pourrait faire un deal. Je promets de ralentir, de contempler davantage, de questionner chaque projet sur son impact réel sur le vivant. Et vous promettez d'arrêter de voir toute technologie comme l'ennemi. Vous négociez avec la philosophie comme vous négocierez un contrat commercial. Mais soit, j'accepte de nuancer ma critique, à condition que vous nuanciez votre optimisme. Deal. Vous savez ce qui me fascine chez vous? Votre cohérence. Vous vivez selon vos valeurs. Moi, je prêche l'énergie durable, mais je voyage en jet privé. Je parle de sauver l'humanité, mais je travaille 100 heures par semaine. Il y a une dissonance. Et vous savez ce qui me fascine chez vous? Votre audace. Quand tout le monde disait que les voitures électriques étaient impossibles, vous l'avez fait. Quand tout le monde riait de vos fusées réutilisables, vous l'avez fait. J'aimerais avoir cette capacité à transformer le réel, même si je désapprouve ce que vous en faites souvent. Donc on s'admire mutuellement tout en se détestant? On ne se déteste pas. On représente deux faces d'une même inquiétude. L'avenir du monde. Vous voulez le sauver en le transformant? Je veux le sauver en le préservant. Peut-être qu'on a tous les deux besoin de l'autre pour ne pas sombrer dans nos propres excès. Apollon et Dionysos, comme vous le disiez tout à l'heure. La forme et le chaos, l'ordre et l'ivresse. Exactement. Nietzsche pensait que la tragédie grecque naissait de leur union. Peut-être qu'une civilisation viable naîtrait de l'union de nos deux visions. Mais comment, concrètement? On peut pas juste philosopher. Peut-être qu'on commence par reconnaître l'urgence commune. Vous dites, l'humanité doit survivre. Je dis, le vivant doit survivre. Ce n'est pas incompatible. L'humain est vivant. Sauver le vivant, c'est nous sauver. D'accord. Et ensuite? Ensuite, on accepte que chaque décision technologique, économique, politique soit jugée à cette aune. Est-ce que ça préserve, restaure, célèbre le vivant? Si oui, on le fait. Sinon, on ne le fait pas. Même si c'est profitable, même si c'est innovant, même si c'est disruptif. C'est un critère extrêmement contraignant. Saturer l'innovation. Non, ça l'orienterait. L'innovation pour l'innovation n'a pas de sens. L'innovation au service du vivant, ça c'est puissant. Tesla, au fond, c'est ça, hein. Des voitures qui polluent moins. Solar City, c'est ça. Mais SpaceX, vous allez dire que c'est inutile. Non, pas inutile, mais pas urgent. Face à l'extinction de masse, coloniser Mars est un luxe. D'abord, sauvons la maison. Ensuite, peut-être, visitons les voisins. Mais si on attend que la Terre soit sauvée pour aller sur Mars, on n'ira jamais. Il y aura toujours une crise, toujours une urgence. À un moment, il faut faire les deux en parallèle. Avec quelles ressources? Votre programme martien coûte des milliards qui pourraient aller à la restauration des écosystèmes, à la recherche sur la biodiversité, à... Ces milliards, c'est mon argent. Gagné en créant des entreprises qui emploient des centaines de milliers de personnes. Je peux en faire ce que j'en veux. C'est là qu'on revient au désaccord fondamental. Vous croyez en la propriété absolue. Moi, je crois que la richesse extrême est un vol. Personne ne mérite des milliards pendant que des millions crèvent de faim. Et surtout, cette richesse a été générée en exploitant des ressources communes. La terre, les minéraux, l'atmosphère. Vous n'avez pas créé le lithium de vos batteries ni l'oxygène que respirent vos employés. Donc vous voulez quoi? Une économie centralisée planifiée? L'URSS a essayé, ça a échoué lamentablement. Faux dilemme. Entre le capitalisme sauvage et le totalitarisme soviétique, il y a 1000 nuances.
des communs générés démocratiquement, une économie relocalisée, un partage des richesses. Regardez, certaines expériences en Amérique latine, les ZAD en France, les initiatives de décroissance heureuse. Des micro-expériences qui ne passent pas à l'échelle. Le capitalisme, malgré ses défauts, a sorti des milliards de gens de la pauvreté. C'est un fait. Et en appauvrissant d'autres, en détruisant le climat, en générant des inégalités obscènes, le bilan net est catastrophique. Messieurs, on sent que nous touchons à des désaccords profonds, peut-être irréconciliables. Mais vous avez aussi trouvé des points de convergence. Si vous deviez résumer en quelques mots ce que cet échange vous a apporté? J'ai réalisé que j'avais peut-être un angle mort sur la dimension qualitative, poétique de l'existence. Je passe ma vie à optimiser des métriques, mais Aurélien me rappelle que tout ne se mesure pas. La beauté d'un coucher de soleil, le chant d'un oiseau, ça n'a pas de ROI. Et pourtant, c'est peut-être ce qui compte le plus. Et moi, j'ai réalisé que mon rejet en bloc de la technologie est peut-être un raccourci. Elon me force à reconnaître que certaines innovations peuvent être des alliés, que l'action n'est pas antinomique de la contemplation, qu'on peut transformer et préserver. Donc on a tous les deux bougé? Imperceptiblement, mais oui. C'est déjà ça. Une dernière question, Aurélien. Si vous deviez me donner un seul conseil, un seul changement à faire dans ma vie, ça serait quoi? Passer une semaine en forêt, sans téléphone, sans projet, sans but. Juste être, marcher, observer, écouter. Laissez le monde venir à vous au lieu de toujours aller vers lui. Voyez ce que ça fait. Ah, une semaine c'est impossible. Mais 3 jours peut-être. Je vais y réfléchir. Et vous, quel conseil me donneriez-vous? Construisez quelque chose. De vos mains. Un objet concret, fonctionnel. Un meuble, une petite machine, peu importe. Sentez la résistance du matériau, la satisfaction de résoudre un problème pratique. Incarnez votre philosophie dans le réel, pas seulement dans les mots. C'est un beau conseil, et je vais le prendre au sérieux. Messieurs, merci pour cet échange extraordinaire. Vous êtes partis de positions apparemment irréconciliables, et vous avez réussi à construire un pont, fragile peut-être, mais réel. Merci Aurélien. Je ne partage toujours pas votre vision, mais je la respecte davantage. Merci Elon. Vous restez un symbole de ce contre quoi je me bats. Mais je reconnais votre sincérité et votre étrange poésie d'ingénieur. Étrange poésie d'ingénieur. J'aime bien. Je vais mettre ça sur mon profil X. Et voilà, on retombe dans la métrique sociale. Les likes, les retweets. Vieilles habitudes. Mais promis, je vais essayer de les questionner. Et moi, je vais essayer de construire quelque chose de mes mains. Peut-être qu'on se retrouve dans quelques années, vous avec votre semaine en forêt, moi avec mon meuble, et on voit si on a bougé. Deal. Rendez-vous dans 5 ans? Rendez-vous dans 5 ans, si le monde tient jusque-là. Oui, si le monde tient. Ensuite, on accepte... Et alors, que proposez-vous? Que tout le monde médite sous un arbre?